Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mais merci pour cette invitation. Et puis, je vous souhaite un joyeux printemps. Amandine, tu me donnes 30 minutes? C'est ça? C'est bon? Alors, j'ai mon chronomètre, je ne dépasserai pas, c'est promis. Alors, on m'a demandé de vous parler de troubles du neurodéveloppement et puis de l'évolution de la pédopsychiatrie. Et c'est vrai que la pédopsychiatrie est à l'image de notre société. Notre société bouge à toute vitesse, la pédopsychiatrie bouge à toute vitesse. Et donc nous avons besoin de temps en temps de nous arrêter et d'essayer de réfléchir sur ça bouge, c'est un fait, mais d'où venons-nous, où allons-nous aller, et quand même si on peut orienter les choses de façon à ce qu'elles marchent mieux, eh ben, c'est peut-être préférable que ça soit comme ça. Alors, à propos des troubles du neurodéveloppement, c'est vrai que un jour je me suis réveillé et il y avait des troubles du neurodéveloppement partout. Et les gens étaient ravis de ça. Et on dit neurodev, etc., c'est cool, quoi. Et, et c'est vrai dans tous les pays. Donc, voilà, c'est comme ça. Il y a des concepts qui arrivent, et pourquoi pas. Alors, pourquoi pas? Oui, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Alors, on a l'impression que c'est arrivé tout d'un coup. En fait, ça a mis un certain temps, et c'est curieux, c'est que donc, il y a un monsieur qui est derrière la notion de trouble du neurodéveloppement, c'est Michael Rutter, qui était un grand pédopsychiatre britannique, qui a été d'ailleurs un des initiateurs de la recherche scientifique dans le monde de la pédopsychiatrie, et qui, en 1996, dans la classification internationale des maladies, développe le concept de trouble du psychodéveloppement. Et donc il met dedans les troubles 10, l'autisme, le syndrome d'Asperger, puisqu'à l'époque c'était séparé, et le syndrome de Rett. Et il dit que ce sont des troubles qui ont en commun le début dans l'enfance, un déficit ou un délai dans le développement des fonctions fortement associé à la maturation du système nerveux central. Voilà. Et puis c'est stable dans le temps. Donc ça, c'est la classification internationale des maladies, 96, et en 2008, dans son manuel, parce qu'il écrivait le manuel de référence de pédopsychiatrie en langue anglaise, qui était un énorme pavé, et donc en 2008, il publie la 5e édition de son manuel, et dans le chapitre 3 apparaît la notion de trouble du neurodéveloppement. Et alors ce qui est amusant, c'est que sa définition des troubles du neurodéveloppement, c'est exactement la même, mot pour mot, que ce qu'il avait appelé avant trouble du développement psychologique. Alors, il dit, ok, voilà, ce sont des troubles. Alors, il a, sur 20 pages, écrit tout petit, le développement d'une pensée scientifique qui justifie le fait que ces troubles, on va les regrouper ensemble. Et d'ailleurs, c'est plus tout à fait les mêmes que ceux qu'il y avait avant, puisqu'il enlève le syndrome de Rett et il rajoute l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Mais pourquoi pas? On a le droit, quand on développe quelque chose, d'avoir une première esquisse et puis après de la changer à la marge. Et donc il dit, alors pourquoi j'appelle ça trouble du neurodéveloppement et pourquoi ça fait sens de regrouper tous ces troubles? Parce que d'abord ils obéissent à la définition, début dans l'enfance, déficit ou délai dans le développement des fonctions fortement associées à une maturation du système nerveux central, stable dans le temps. Mais alors on pourrait dire, oui mais bon, on peut mettre l'épilepsie dedans, on peut mettre la surdité, on peut mettre la cécité, tout ça ce sont des troubles du neurodéveloppement. Et d'ailleurs, on le verra, les neurologues, ils ne se sont pas priés de dire ça. Parce que s'il y a des gens légitimes pour parler des troubles du neurodéveloppement, a priori c'est les neurologues. Donc, il dit oui, mais en fait, ces troubles-là, d'abord, ils sont comorbides. C'est-à-dire que souvent, ils arrivent les uns avec les autres. Et en fait, peut-être qu'il y a une raison physiopathologique qui explique qu'ils sont à la fois comorbides, mais à la fois différents. Et ça, je dois reconnaître que l'idée est assez pertinente. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'autisme est la même chose que l'hyperactivité et que les troubles 10, c'est juste évident. Mais néanmoins, c'est vrai que beaucoup d'hyperactifs ont des troubles 10, pas mal d'autistes ont une espèce d'hyperactivité, et donc en fait, ils sont différents, mais ils ont quelque chose en commun. Et donc, il y aurait une explication biologique, alors génétique et environnementale, il y aurait plein de facteurs qui feraient que ces facteurs arriveraient dans l'existence et puis se traduiraient par
des dysfonctionnements de certains modules cognitifs et qui se traduiraient par des dysfonctionnements sur le comportement. Voilà, c'est une hypothèse scientifique, respectable. On était en 2008 et donc il essaie d'étayer cette hypothèse et c'est une proposition qu'il fait. Alors, et ça c'est encore une fois, un psychiatre scientifique a le droit de faire ça. 2013 arrive le DSM-5. Et là, les troubles du neurodéveloppement, avec une définition qui est totalement différente de celle de Reuter. Je vous la lis, ce sont des troubles précoces caractérisés par des déficits du développement qui entraînent une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Alors, mais ce qui est drôle, je vous le redis, troubles précoces caractérisés par des déficits du développement qui entraînent une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Mais il n'y a rien de neuro là-dedans. Absolument rien. C'est-à-dire, on appelle trouble du neurodéveloppement, par définition, quelque chose qui n'a rien à voir avec le neurologique. Alors, on est en plein bazar. On est en plein bazar. Pourquoi on appelle ces troubles-là des troubles du neurodéveloppement? Pourquoi il y a ce flottement dans les définitions? Et est-ce que c'est grave? Alors, en fait, il y a un triple problème. 1, il y a un problème scientifique. 2, il y a un problème clinique. 3, il y a un problème idéologique. Et donc, on va tous les déconstruire les uns après les autres. Alors, 1, il y a un problème scientifique, donc j'ai commencé à l'ébaucher. Michael Reuter fait une hypothèse sur la physiopathologie de ces troubles du neurodéveloppement. Alors, c'était en 2006, on est en 2025, 2008, 2025. Depuis, il y a eu des travaux de neurosciences qui ont exploré ces pistes. On n'a toujours pas, prenez l'autisme, on n'a toujours pas de physiopathologie de l'autisme, pareil pour l'hyperactivité, on a des pistes, mais bon, et le fait que ces troubles seraient... L'explication de la comorbidité viendrait de processus génétiques ou biologiques qu'ils auraient en commun, ça reste toujours extrêmement spéculatif. Ça ne veut pas dire que c'est faux, bien entendu, mais en fait, et même j'ai envie de dire, la piste est un peu abandonnée. On ne considère aujourd'hui, quand on fait de la recherche dans l'autisme, on fait de la recherche dans l'autisme. On ne fait pas de la recherche sur les troubles du neurodéveloppement, dans l'ensemble. Et pareil pour l'hyperactivité. Donc cette pensée de Michael Reuter, cette pensée scientifique, elle est plus tellement, elle structure plus tellement le monde de la recherche. Alors, et puis, moi j'ai une explication, mais ça c'est un débat de scientifiques, c'est que je pense que quand Michael Reuter dit qu'il y a des comorbidités et que peut-être qu'il y aurait des causes en commun, je pense qu'en fait ces comorbidités sont un artefact statistique. C'est que, en fait, on prend l'exemple de comorbidité entre l'hyperactivité et l'autisme. C'est vrai que certains patients autistes ont une hyperactivité motrice, mais ça n'a rien à voir avec un enfant hyperactif. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'un enfant bouge qu'il est hyperactif. Enfin, c'est quand même la base de la clinique. Et je pense, or en épidémiologie, c'est très difficile de faire la différence. Vous voyez, on fait une enquête, on interroge les parents, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils bougent pas, etc. Donc on va cocher la case hyperactivité. Mais cliniquement, en fait, c'est pas exactement la même chose. De la même façon, un enfant hyperactif peut avoir une dysorthographie. Mais en fait, c'est normal, il a un déficit de l'attention, donc il a une dysorthographie. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Alors ça c'était, donc en termes scientifiques, le débat existe toujours, et c'est comme ça, la science, il y a des débats. Alors en termes cliniques, les troubles du neurodéveloppement, ben, ça fait voir les choses différemment. Et c'est très bien que les soignants dans le monde pédopsychiatrique soient amenés à voir les choses différemment. Sinon, on s'encroute dans notre routine, on a l'impression que ce qu'on pense c'est vrai parce qu'on pense toujours la même chose. Et donc un jour, on vous propose de penser les choses différemment, ben, ça vous sort de votre routine et ça c'est bien. Alors en plus, ben, ça oblige les psychiatres et les psychologues à prononcer le mot neuro. Et c'est vrai que nos patients ont des cerveaux et que parfois, ben, faut faire attention à leur cerveau et donc, ben voilà, dire que c'est un trouble du neurodéveloppement, ça pousse à s'intéresser à l'aspect somatique de la pédopsychiatrie. Neurodéveloppement, il y a le développement.
Et c'est vrai que c'est bien de penser au développement. La pédopsychiatrie, c'est une discipline du développement. C'est incontestable. Et donc mettre développement, c'est quelque chose de bien. Alors, après, quand on parle de TND, implicitement, c'est pas pareil que parler de dépression ou d'attaque de panique. Vous voyez, la dépression, l'attaque de panique, c'est aigu. Ça arrive, et puis après, ça se soigne et ça disparaît. Trouble du neurodéveloppement, on sous-entend que ça va durer. Et donc, en fait, on va structurer le soin autour de la chronicité. C'est un peu ça qu'il y a derrière la tête. Hein. Et donc, certes, il va y avoir de la médecine, mais il va y avoir beaucoup de rééducation, de remédiation, de médico-social. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, sauf que quand on parlait tout à l'heure de la politique nationale sur les troubles du neurodéveloppement, le document écrit présidentiel, hein, eh ben, le mot psychiatrie n'était pas marqué. C'est-à-dire, vous aviez 80 pages sur les TND, le mot psychiatrie n'est pas marqué une seule fois. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, il y a un peu d'antipsychiatrie derrière le concept de TND. Quelque part, c'est neuro, c'est chronique, c'est pas psychiatrique. Alors, on dirait, j'ai un conflit d'intérêt, je défends mon beefsteak, c'est ma spécialité, j'ai envie de mettre de la psychiatrie partout. Pas du tout, mais c'est que, en fait, les patients, on nous les amène à nous. On nous les amène à nous. Si on nous les amène à nous, c'est que c'est de la psychiatrie. Alors, je sais bien qu'on a du mal à prononcer le mot psychiatrie, hein. C'est des autorités publiques, santé mentale, neurologie, etc. Mais psychiatrie, même certains psychiatres ont du mal à prononcer le mot. Il n'y a pas qu'en France. Hein. Mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est que quand même, ces troubles du neurodéveloppement, ça a à voir avec la psychiatrie. Alors, on dit aussi, TND, ça déstigmatise. C'est pas, on a dit pendant des siècles que c'était à cause des parents, que tout était... Et là, au moins, c'est neuro, donc c'est pas les parents, donc ça déstigmatise, ça déculpabilise les parents, etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais, oui, mais si on dit TND, ça fixe. C'est-à-dire que c'est un dysfonctionnement du système nerveux central et qui va durer toute la vie. Je vous garantis que pour un enfant, quand on lui dit qu'il a un dysfonctionnement du système nerveux central qui va durer toute la vie, pour l'estime de soi, c'est pas fantastique. Alors, ça c'était la clinique. Alors, l'idéologie. Alors, vous me direz, c'est quand même étrange, pourquoi parler d'idéologie là-dedans? En fait, de mon point de vue, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. C'est prenez l'hyperactivité. Je pense que 80% des enfants dits hyperactifs, il y a 200 ans, personne n'aurait dit qu'ils avaient un problème psychiatrique. Le déficit de l'attention, oui, ils auraient eu le certificat d'études, après ils auraient été dans les champs, et puis voilà. Et puis il ne tient pas à table, il sort. Hein. Voilà. Et donc, comment voulez-vous qu'une anomalie du développement du système nerveux central ça soit considéré comme tel selon que la société est comme ça ou comme ci. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, d'où vient ce problème? C'est le statut du mot neuro aujourd'hui. Alors, pourquoi Michael Reuter est passé de psycho à neuro? Alors, la première explication, c'est parce que c'est tendance. Neuro, c'est cool, neurosciences, neurophilosophie, neuroéconomie, neurosociologie, etc. Et donc, c'est plus narcissisant pour un médecin de prononcer le mot neuro que de prononcer le mot psychiatrie. Et donc, du coup, on va mettre neuro comme ça, les politiques nous prendront au sérieux, etc. Et il y a plein de collègues qui fonctionnent comme ça. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Si ça nous permet d'être pris au sérieux et d'avoir un peu plus d'argent pour soigner nos patients, pourquoi pas? Donc, c'est la mode, ok. Mais il y a une raison plus profonde que ça. En fait, le mot neuro, dans TND, c'est une OPA. C'est une OPA d'un certain discours sur le monde. En fait, aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais nos sociétés sont structurées par des discours. Avant, il y avait les religions qui structuraient les sociétés.
Aujourd'hui, on a moins de religions. Pendant un temps, la science structurait la société. C'est moins simple aujourd'hui. Donc, notre société est structurée par des discours qui expliquent le monde. Et il y a deux grands discours aujourd'hui qui structurent le monde. Un qui est un discours moderne, l'autre qui est un discours postmoderne. Alors, en 5 minutes, ça veut dire quoi? Alors, le discours moderne, ça a été étudié par des épistémologues. Ça a commencé au XVIIe siècle par ce qu'on appelle le tournant de la nature, c'est-à-dire Galilée, Newton, Descartes. En fait, ils considèrent que le monde doit être observé, peut être observé objectivement, c'est-à-dire que l'univers est en dehors de moi et je vais faire des expériences pour voir comment il fonctionne. Alors, ce que je vous dis là, c'est une évidence, hein. C'est une évidence, sauf que pour les philosophes de la crise climatique, en fait, c'est très important parce que du coup, l'homme se met en dehors de l'univers qu'il observe. Et il n'est plus dedans. Et comme il n'est plus dedans, il va pouvoir faire des bêtises avec l'univers et le modifier, etc. Donc en fait, ce tournant de la nature, c'est nature, le mot nature prend sens. En fait, il y a l'humain qui est là et il y a la nature qui l'observe et ça marche. C'est-à-dire que cette approche épistémologique va conduire à des bouleversements, à acquérir des connaissances fantastiques. Et alors aussi dans l'industrie, on dit que la révolution industrielle est un reliquat de ça. Et puis que la révolution industrielle, ça m'a permis d'arriver par le train et d'avoir un smartphone là qui enregistre, etc. Donc tout ça, je ne dis pas que c'est mal, c'est une réalité, mais ça a tout à fait des bons côtés. Alors, en médecine, ça a eu quoi comme conséquence? Eh bien, l'utilisation de la technologie et de la science en médecine. Et depuis que la médecine s'est technoscientifisée, on soigne beaucoup mieux les gens. C'est une réalité. Alors, ça a aussi conduit à une certaine façon de se représenter l'objet de la médecine. Il y a 600 heures de cours de biologie dans les facultés de médecine et entre 0 et 20 heures de psychologie. Et donc, en fait, il y a des maladies qui correspondent à des dysfonctionnements d'organes. Et d'ailleurs, nous sommes tous semblables dans ce que nous sommes, puisque nous avons 2 poumons, 2 reins en général, une vessie, un cerveau, etc. Et quand on a une maladie, c'est un de ces organes qui dysfonctionne et on va corriger le dysfonctionnement de l'organe, en général en trouvant la cause de la maladie, comme dans les maladies bactériennes. On trouve la bactérie qui est à l'origine de la tuberculose, on va donner un antibiotique qui tue la bactérie et qui va faire que le patient va guérir. C'est la logique qui construit le soin médical et c'est comme ça qu'on forme les médecins. Et encore une fois, ça marche. C'est très efficace. Alors, ça a eu des effets indésirables. Ça arrive. Le premier, c'est que l'intériorité a disparu de la médecine. On dirait l'intériorité, c'est quoi? En fait, tous les êtres humains ont une vie psychique. Ils ont une vie à l'intérieur d'eux-mêmes. Et alors, on appelle ça l'esprit, l'âme, etc. Je vous garantis que dans les études de médecine, on ne parle pas souvent d'âme. Et, alors, je vais encore vous choquer davantage, on ne parle pas davantage de Dieu. Alors vous me direz, mais pourquoi on parlerait de Dieu dans les facultés de médecine? Ouais, mais quand on fait de la médecine, on rencontre des gens qui vont mourir. Et quand un patient, il sait qu'il va mourir, il fait appel à des ressources spirituelles. Figurez-vous que dans mes études de médecine, on n'a jamais parlé de Dieu. Je suis athée, je ne veux pas faire de la réclame, mais c'est quand même un constat très étrange, et que dans d'autres sociétés, j'ai des collègues qui sont en Asie, ils se marrent, c'est-à-dire, nous on a le modèle biopsychosocial, et ils me disent, mais Bruno, nous on a le modèle biopsychosocial et spirituel. Donc, notre médecine a un pan qui a une tâche aveugle. Alors, vous me voyez venir, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et en psychiatrie en général, ça va avoir des effets collatéraux. C'est que si la médecine ne s'intéresse pas à l'intériorité, comment voulez-vous que les psychiatres, dont c'est le cœur de métier, l'intériorité, comment voulez-vous qu'ils fassent correctement leur boulot? Alors, on va faire des neurosciences, on va s'intéresser au cerveau.
On va donner des médicaments, parce que le médicament, ben, ça agit sur les organes. On va faire des thérapies cognitivo-comportementales, puisque les sciences cognitives, en fait, ça n'a pas à voir avec l'intériorité. Hein. Le sujet est un système traitant une information, je le regarde à distance. Et je ne dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est mal. D'ailleurs, ça marche, les TCC, ça marche, les médicaments, ça marche, les neurosciences, ça marche. Tout ça, ça marche. Mais c'est une certaine vision du sujet. Et il faut en avoir conscience. Alors, ça c'est la modernité. Il y a aussi la postmodernité. La postmodernité, alors pour c'est Lyotard qui dit il y aurait eu des philosophes du soupçon, fin du XIXe siècle, donc Nietzsche, Marx et Freud. Et donc, ils disent, ces philosophes, ils disent avant, bon, la modernité, c'est n'importe quoi. La modernité, c'est le fait que il existe une vérité, l'homme doit être rationnel, et il est rationnel, et il y a une universalité, nous sommes tous identiques, nous avons tous un cerveau, nous sommes tous des humains. D'ailleurs, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui découle directement de ça. Eh bien, c'est pas vrai, il n'y a pas de vérité, tout est relatif. Voilà. L'homme n'est pas rationnel, c'est pas vrai. L'homme n'est pas rationnel, il a un inconscient, cet inconscient l'amène à faire n'importe quoi de temps en temps. Et puis, c'est Marx qui dit, ben non, nous ne sommes pas identiques, il y a des classes sociales, etc. Et voilà, quand on est ouvrier, ben c'est pas pareil que quand on est bourgeois, et ça va structurer notre existence, voilà. Et donc ça a des conséquences sur l'organisation de notre société aujourd'hui. Les discours contre la domination. Aujourd'hui, il y a un discours très fort sociétal pour aller contre les comportements de domination, mais ça c'est postmoderne. C'est-à-dire, il y a des individus qui sont dominés et il y a des dominants et c'est pas bien et il faut que ça change. C'est un positionnement postmoderne. Le développement des identités. Aujourd'hui, les identités c'est très important. L'identité c'est je suis différent, je suis comme ça et vous n'êtes pas comme ça. Et du coup, nous devons nous respecter mutuellement sur nos identités. Les identités, c'est de la postmodernité. Alors en médecine, ça a un impact. En médecine, c'est que une médecine postmoderne, c'est où il y a un patient plus qu'une maladie. La maladie, en fait, c'est pour les médecins. Ce qui compte, c'est le patient. Et puis le patient est unique. On a tendance à dire que deux scléroses en plaques, c'est deux scléroses en plaques. Non. C'est un patient avec une sclérose en plaques. Et sa sclérose en plaques, elle est unique. Pour la médecine moderne, l'origine des maladies, c'est biologique. Pour la médecine postmoderne, l'origine des maladies, c'est la société. Et vous voyez, quelle est l'origine du VIH, du sida? Vous me direz, c'est le virus du sida qui donne le sida. Parce que vous êtes complètement conditionné par une vision biologique de la médecine. Mais il y a des sociologues qui disent, quelle est l'origine du sida? Eh bien, ce sont les mines de diamants, l'organisation des mines de diamants en Afrique du Sud, où il y a 2000 mineurs et 5 prostituées. Eh bien, il y en a une qui attrape le VIH, tous les mineurs ont le VIH, et l'épidémie se répand, alors que le VIH existait depuis les années 1940. Et donc, en fait, c'est l'organisation de la société qui est à l'origine de l'épidémie de VIH. Et bien sûr, les deux sont vrais. Il y a un virus et il y a une société. Alors, et la notion de handicap est une notion postmoderne également. Une adéquation entre l'homme et la société, c'est la définition du handicap. Alors, en psychiatrie, en psychiatrie, la notion de rétablissement, qui est très à la mode, c'est-à-dire qu'on ne doit pas soigner que des symptômes, on doit faire que le sujet puisse retrouver sa place dans la société. Ça, c'est une vision postmoderne de la psychiatrie. De proposer plus des psychothérapies que des médicaments. De penser en termes psychopathologiques, voire en termes psychanalytiques. C'est une approche postmoderne. Et donc, on voit là-dedans que le TND, c'est une OPA de la modernité sur le discours de la psychiatrie. C'est-à-dire que la maladie est neuro, elle est biologique. Et c'est ça qui caractérise la maladie. Alors, est-ce que c'est un problème? Alors, on l'a vu scientifiquement, ça se discute. Ça se discute. Je pense que le problème est toujours ouvert. Est-ce que la notion de TND est scientifiquement pertinente?
Peut-être, on n'en sait rien, mais peut-être. Donc ça mérite de continuer à faire des travaux de recherche pour essayer de voir si l'hypothèse de Michael Reuter tient la route ou pas. Alors, cliniquement, est-ce que c'est pertinent? Alors, pourquoi pas? Si ça vous permet de mieux prendre en charge vos patients, continuez à utiliser la notion de TND. Ça ne me pose pas de problème. Hein. Alors, il faut faire quand même un peu attention. C'est quelque part un peu antipsychiatrique. Donc, il faut quand même... Alors, on a l'habitude de l'antipsychiatrie. Hein. Dès qu'il y a de la psychiatrie, il y a de l'antipsychiatrie. Voilà, on peut dire que c'est une tradition, que la société n'a pas envie de nous voir, mais elle a terrible... Comme on dit, hein, en ce moment, tout le monde dit que les pédopsychiatres sont nuls, mais on dit en même temps qu'il en manque. Donc ça nous fait rire, vous voyez, vous venez de sourire, ça nous fait rire, mais enfin, quand même, il faut faire un peu gaffe, là. Il faut faire gaffe, c'est qu'à force de taper dessus, les gens s'en vont, quoi. Alors après, quand même, cliniquement, il y a des choses qui sont curieuses. Prenez une dysorthographie. Alors, je suis un peu dysorthographique. Donc j'ai un dysfonctionnement de mon système nerveux central. Bon, il y a un jour, faut arrêter, quoi. Enfin, faut arrêter. Greta Thunberg est autiste, donc elle a un dysfonctionnement de son système nerveux central. Là aussi, ça va pas, quoi. Donc on voit bien qu'il y a une question de seuil. C'est-à-dire, il n'y a pas le seuil. Dans la définition de Michael Reuter, il n'y a pas le seuil. Bien sûr qu'on a des systèmes nerveux centraux qui sont tous différents les uns des autres et qui fonctionnent plus ou moins bien dans telle ou telle circonstance. Voilà, mais on est tous comme ça, en fait. On a tous un trouble du neurodéveloppement à ce compte-là. Et donc c'est un peu, ça va pas, quoi. Donc, on voit qu'en termes d'opéralisation clinique, c'est un peu bancal. Alors, idéologique, c'est là qu'il y a le vrai problème. Alors vous pourriez me dire, mais chacun a le droit d'avoir son idéologie, ce qui est vrai, mais le problème, c'est que ce n'est pas nous qui décidons, c'est la société qui décide, c'est nos patients qui décident de l'idéologie qu'ils ont par rapport à leur maladie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez des patients qui viennent vous voir et qui disent « Bonjour, je suis TSA ». Bonjour, je suis 10. Bonjour, je suis TDAH. C'est une identité. C'est pas un dysfonctionnement du système nerveux central. Ils sont comme ça. Et ça se voit même dans, vous savez, on n'ose pas dire autiste. Hein. On peut dire Marc, il est autiste. Non, c'est une personne avec autisme. Vous avez des autistes qui disent non, je ne suis pas une personne avec autisme. Il n'y a pas un autisme en moi qu'il faudrait enlever. Je suis autiste. Je suis autiste. Vous voyez, et or, c'est un problème si nous, les sachants, on a une idéologie qui est perpendiculaire à celle de nos patients. Alors vous ne direz pas tous, ok, pas tous, mais il faut s'adapter. Il ne faut pas considérer de fait que, oui, c'est un autisme, donc c'est un TND, donc c'est implicitement une anomalie du développement du système nerveux central. Alors, so what? Qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Eh bien, que pour moi, aujourd'hui, que ça soit l'autisme, les dys, l'hyperactivité, etc., je pense que pour 80% de ces patients, ce ne sont pas des troubles du neurodéveloppement. Ce sont des enfants qui sont différents. Voilà. Ils sont différents. Alors on peut dire, si la neurologie vous branche, vous pouvez dire qu'ils sont neurodifférents. D'ailleurs, parfois ils le disent. Je suis neurodivers, voilà, et pas de problème. Si c'est sa façon de se représenter soi-même, si votre truc, ou le truc de vos patients, c'est de se représenter en tant que cerveau, oui, on a le droit, et donc on peut dire je suis neurodifférent, mais dire que c'est une anomalie du développement du système nerveux central, ça colle pas avec les patients qu'on voit. Voilà, ça colle pas. Et de la même façon, parce que nous serions tous comme ça à ce moment-là. Et donc il faut plutôt voir des enfants qui sont différents. Comme on est gaucher ou droitier, c'est une neurodifférence. Et cette neurodifférence ou cette différence conduit à une certaine souffrance, à une certaine stigmatisation dans la société et qui fait que ces enfants, on nous les amène et qu'il faut soulager cette souffrance, cette stigmatisation, adapter la scolarité, le regard de la société sur les enfants, etc., etc. Voilà.
Et donc, ce ne sont pas des troubles du neurodéveloppement, ce sont des patients psychiatriques, puisqu'on nous les amène. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur de prononcer les mots. Alors après, ça c'est pour 80%. Après, on est bien d'accord qu'il y a des autistes sans langage, automutilateurs, etc. Et que ça n'a rien à voir, ça n'est pas une identité. Et donc, il faut changer de mot à ce moment-là. Il faut appeler ça syndrome de Soukareva, par exemple, du nom de la psychiatre qui, semble-t-il, a découvert l'autisme pour la première fois, et dire que ça, c'est médical, et qu'effectivement, alors, on peut dire que c'est neurodéveloppemental, puisque on est bien d'accord qu'un enfant autiste profond a un problème avec son cerveau. Enfin, c'est pas stigmatisant de dire ça, c'est juste la réalité. Et donc, ben oui, là, c'est de la psychiatrie intrinsèquement. Et c'est pareil pour certains enfants hyperactifs où la vie est juste pas possible dès l'école maternelle. Et c'est pareil pour les 10, quand on n'est pas capable de lire un texte, c'est un problème d'intégration profond dans la société et dans la construction de soi-même. Voilà. Merci pour votre attention.